Bonjour à tous, bienvenue, c'est 9h50 le matin en Bretagne. Merci de nous rejoindre en ce début de semaine. Alors c'est parti pour 52 minutes d'émission. Notre invité fil rouge ce matin, c'est l'énergéticien Jean-Luc Bartoli, naturopathe de formation. Il en est convaincu, chacun est responsable de sa santé. Il ne prétend pas guérir, mais favoriser l'auto-guérison de ses patients. Il nous en parlera dans quelques instants, ainsi que de son livre sorti aux éditions Ouest France, Au cœur du mystère des guérisseurs. Nous l'évoquerons tout à l'heure. Au sommaire également, comme chaque lundi, notre coup de projecteur sur une innovation bretonne avec Stéphane Gramont. Ce matin, de la peinture à base d'algues. Eh bien si, ça existe. Une création de la start-up AlgoPaint, implantée près de Rennes. Son PDG Lionel Bouillon est avec nous. Nous vous emmènerons aussi en balade en forêt de Brocéliande, entre rêve et réalité. C'est le titre d'un livre de photographie accompagné de textes poétiques autour des légendes et du patrimoine naturel de cette forêt. Un livre signé Philippe Manguin et Viviane Fédieu-Daniel qui seront avec nous dans quelques instants. Nous recevrons également Blandine Jaouen, animatrice à l'Aquarium de Saint-Malo, qui nous délivrera quelques animations qui auront lieu là-bas au moment de Noël. Et puis nous vous ferons découvrir les initiateurs du Fest-Noz symphonique. J'ai nommé Yannick Martin et Juan Hamon, sans oublier en fin d'émission, vous le savez maintenant, c'est un rendez-vous incontournable, c'est le débriefing de la comédienne Catherine Bossard. Voilà pour le menu du jour. Bienvenue à tous. Bonjour Jean-Luc Bartoli. Bonjour Laurence. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci de m'avoir invité. Alors, vous êtes briochin, énergéticien réputé. Vous intervenez entre autres auprès des sportifs de haut niveau, mais pas que. Vous avez une approche très pragmatique et complémentaire de la médecine traditionnelle. Alors nous, on avait envie d'en savoir un petit peu plus sur vous. C'est pour ça que je vous propose de commencer par tirer un premier petit papier. Allez. Prédisposition. Prédisposition. Alors, parce que souvent, quand on parle d'énergéticien, on imagine un don, quelque chose, une prédisposition. Alors, je pense que c'est important. Le terme prédisposition, pour moi, est primordial, puisque déjà, pour faire ce métier, il faut déjà avant tout aimer les gens. Donc ça, c'est la première prédisposition. C'est la première prédisposition. Ensuite, il faut avoir de l'énergie, il faut être en bonne santé, il faut vouloir effectivement essayer d'apporter tout ce qu'on peut apporter à quelqu'un qui, à un moment donné dans sa vie, va être en perte de vitesse, va perdre un petit peu ses moyens. Par rapport au don, c'est-à-dire qu'effectivement, le premier don que l'on a, c'est le don de donner l'énergie, de donner la main à quelqu'un qui va pas bien. Mais on le verra peut-être plus tard au courant de l'émission, c'est que le don, pour moi, il faut faire attention parce qu'il y a des gens qui, derrière le fait d'avoir un don, peuvent faire n'importe quelle bêtise pendant les soins. Bon, on l'évoquera tout à l'heure, justement. Allez, je vous propose de tirer un deuxième petit papier. On va revenir là encore dans votre enfance. Est-ce que vous avez toujours voulu faire ça? Peut-être pas. Ça, c'est très intéressant. Pompier, pompiste et curé. Quel programme. Et en fin de compte, lorsqu'on me demandait à la maternelle qu'est-ce que je voulais faire comme métier, je disais pompier, pompiste et curé. Pourquoi ? J'habitais un petit village à Guignes, en Seine-et-Marne. Dans ma famille, mon oncle, mon grand-père, mon cousin étaient pompiers dans le village. Et j'étais enfant de chœur. Alors j'étais le pire des enfants de chœur qui puisse exister, parce que j'ai fait des bêtises comme on ne peut même pas imaginer. Et pompiste, alors je vous explique. Le pompier, pour moi, c'est celui qui vient en aide aux gens. Le curé, c'est celui qui écoute et qui est dans la bienveillance. Et le pompiste, en fin de compte, je fais ça toute la journée puisque je remets du carburant, je remets de l'essence aux gens toute la journée. Et je crois que depuis tout petit, je rêvais pas mieux. Et aujourd'hui, je pense que je fais les trois. Voilà, comme ça, vous avez réussi, votre rêve. Voilà. Vous restez avec nous, Jean-Luc. Tous les lundis, grâce à Stéphane Gramont, nous découvrons dans l'émission des sociétés bretonnes qui ont fait de l'innovation leur mot d'ordre. Eh bien, on ne déroge pas à la règle aujourd'hui puisqu'on va parler d'une société qui s'appelle AlgoPaint. Et vous allez voir, elle va nous surprendre. On reçoit Stéphane et Lionel Bouillon, le PDG d'AlgoPaint. Bonjour Stéphane. Alors vous allez encore nous surprendre ce matin avec une innovation bretonne. Effectivement, parce que certaines personnes, le pétrole, ils ne peuvent pas le voir en peinture. C'est peut-être votre cas. Et justement, cette société utilise non pas le pétrole pour ses peintures, mais les algues. C'est effectivement la particularité d'AlgoPaint. Dites-moi juste, donc que dirige Lionel Bouillon, dites-moi comment des algues peuvent remplacer les particularités du pétrole dans la peinture. À quoi ça sert ? Bonjour Laurence, bonjour Stéphane, bonjour. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les algues sont déjà utilisées dans la cosmétique,
Donc, et le projet, nous, est parti de ce constat-là en disant on les valorise, on les mange, et voir aujourd'hui comment on pouvait partir de la chimie, donc du végétal à la chimie de la cosmétique, pour l'adosser à la chimie donc, de la fabrication des peintures. Donc c'est de ce schéma-là qu'est parti le projet en 2008. Donc ce projet a été incubé à l'origine dans l'entreprise familiale qui s'appelle Fellor, où on est parti de ce constat-là, puisque à l'origine le marché de la peinture est un marché mondialisé. Face à nous, on a 4 grands acteurs qui maîtrisent aujourd'hui plus de 70% du marché. Donc à travers des marques que vous connaissez tous, comme Dulux Valentine, Tolède, Seigneurie, Guittet, Gauthier, toutes ces marques-là appartiennent à des fonds d'investissement qui sont pour la plupart basés à l'étranger et qui depuis plusieurs années continuent à se développer et à croître. Alors justement, Laurence, vous avez dit start-up tout à l'heure dans votre lancement. Et or, l'entreprise Fellor qui abrite Algopaint, c'est une PME qui a déjà tout ce qui est de plus classique, je dirais. Et alors, comment ça s'est passé en 2008 justement, vous y faisiez allusion quand vous avez dit dites donc, beau papa, on va arrêter le pétrole. Maintenant, on va mettre des algues dans notre peinture. En fait, ça s'est fait plus simplement que ça, en disant aujourd'hui, on a regardé ce qui se passait dans d'autres secteurs d'activité, ce que j'évoquais tout à l'heure, et le principe était de dire, essayons de faire autre chose que les grands groupes ne font pas. Moi, je pars breton d'origine que je suis, on voit toujours qu'à côté des baleines, il y a toujours à manger. Allons chercher et nous positionner sur un marché de niche. En 2008, on parlait déjà de développement durable, on parlait d'économie circulaire. Breton que je suis, attaché aux couleurs de la Bretagne, je me suis dit, essayons de voir si on ne peut pas trouver en local des matières premières que l'on puisse valoriser dans nos fabrications de peinture, au lieu d'aller les chercher à l'autre bout de la planète. En termes d'empreinte carbone, ça serait certainement beaucoup plus pertinent. Le deuxième constat, c'était de se dire, sortons de la chimie du pétrole, on parlait déjà d'énergie fossile, de tarissement des énergies fossiles, voir comment on pouvait valoriser la chimie du végétal. Et le troisième constat s'est imposé à nous en disant aujourd'hui, les algues poussent sur le littoral breton, elles sont à nos portes, elles sont cultivées et récoltées chaque année, valorisées dans d'autres secteurs d'activité, essayons de voir si on ne peut pas les interfacer dans notre domaine d'activité. Mais quand vous dites essayons de voir, là, c'est le processus d'innovation moi, qui m'interroge et qui me fascine dans votre histoire. Vous saviez que à force de chercher, on allait trouver, ou c'était l'inconnu total? Parce que c'est un sacré pari quand même. C'est un pari osé, pari osé, mais quelque part, on est amené à innover parce que le marché bouge, le monde bouge, il faut bouger avec le monde. C'était ça ou mettre la clé sous la porte à l'époque? Non. Le but, c'était de dire vraiment, faisons autre chose que les autres ne font pas, mettons dans notre projet des valeurs. À travers une filière courte, une empreinte carbone faible, un produit sain pour un habitat sain, un produit sans polluant pour l'air intérieur. Et le but, c'est vraiment dans l'algo, il y a vraiment un projet collaboratif. Si l'idée, je l'ai eue en 2008, de 2008 à 2012, on a développé le projet. On l'a développé avec l'école de chimie en partenariat. On s'est adossé, quand moi l'idée m'est venue par Yves Rocher, qui aujourd'hui valorise la cosmétique et la filière locale depuis des années et des années. Je les ai appelés, ils m'ont mis en contact avec Yves Remer. Yves Remer m'a mis en contact avec le CEVA. Et l'aventure Algo est partie de vraiment ce travail d'équipe et projet collaboratif dans ces valeurs. Aujourd'hui, on savait que ça allait aboutir. Les spécialistes, les scientifiques se disent ça devrait marcher, mais sauf que voilà. Ça a pris le temps. On a mis du temps à construire le projet, puisqu'entre 2008 et 2012, vous voyez, donc dépôt du brevet, il nous a fallu 4 ans pour développer nos premiers prototypes, vérifier déjà la pertinence du produit par rapport aux attentes du marché. Maintenant, quand vous mettez des valeurs et que ces valeurs sont entre guillemets universelles, à un moment ou un autre, on est sûr que le projet il va avancer naturellement. Alors nous, on est très curieux quand même, parce que du coup, ces peintures-là, avec ces algues, au niveau des composants, est-ce que ça fonctionne aussi bien qu'une peinture classique ? Est-ce que ça accroche aussi bien? C'est des questions toutes bêtes. Qu'elle accroche, qu'on ne s'arrache pas les cheveux pour repeindre notre salle de bain, que ça tienne un petit peu de temps, que ça ne reste pas sur l'éponge quand on la lessive. Est-ce que ça marche aussi bien? Non seulement ça marche, mais tout le travail que l'on a mené est le fruit de notre retour d'expérience des 50 années de l'entreprise familiale, où nous, ça fait 50 ans qu'on fabrique de la peinture. Ça a été de dire oui, on innove, oui, on se positionne sur un produit, sur un marché de niche, mais quelque part, c'est le marché de demain. Et c'était de dire aujourd'hui, capitalisons sur notre savoir-faire en termes de fabricant de peinture pour rendre le projet Algo aussi performant qu'une peinture classique du marché. Aujourd'hui, au-delà d'être un produit sans polluant dans l'air intérieur, c'est un produit qui se lessive,
qui s'applique très bien, qui couvre très bien. Il suffit d'aller voir les réseaux sociaux. Et moi, je dis le juge de paix, c'est le consommateur. Et aujourd'hui, si les grandes enseignes de bricolage comme Leroy Merlin nous ouvrent le référencement national, c'est que quelque part, notre produit aujourd'hui nous permet de répondre aux attentes du consommateur. Je vois que ça interpelle Jean-Luc. Dans le sens où certainement que par rapport à votre peinture, il y aura moins d'allergies chez les gens. Et puis lorsqu'on voit tous les toxiques et tous les produits polluants et tous les problèmes que ça engendre au niveau de la santé, là, ça c'est une super initiative et que ça peut être qu'encouragé. C'est clair. Est-ce que justement on peut mesurer, est-ce qu'aujourd'hui la toxicité entre guillemets de la peinture traditionnelle dans un habitat, c'est quelque chose qu'on a su mesurer, et la différence d'une peinture qui n'a pas ses composantes également, est-ce qu'aujourd'hui il y a des gens qui travaillent là-dessus? Il faut savoir que tout le travail que nous on a mené, c'est-à-dire qu'aujourd'hui dans le monde de la peinture, c'est un monde mondialisé, on est tout petit, on est une goutte d'eau dans l'océan. Le but c'était de dire, c'est bien de dire que dans le produit on est sur une empreinte carbone, qu'on est sur un produit sain pour un habitat sain. Donc de 2012 suite au dépôt de brevet jusqu'en 2014, où on a commencé à commercialiser le projet, les premiers produits, ça a été de justifier chacun des éléments. Et on a travaillé main dans la main avec différents laboratoires indépendants comme Eurofin, qui est aujourd'hui un gros laboratoire spécialisé dans la qualité de l'air intérieur des logements, pour justifier que notre produit aujourd'hui, en termes d'émissivité dans l'air intérieur, est un des produits les plus sains sur le marché. On a travaillé également avec Quantis, qui est un cabinet donc spécialisé dans l'empreinte carbone, permettant de justifier que l'empreinte carbone de notre produit, les algues venant de moins d'une heure de l'usine, sont directement acheminées, ne viennent pas d'Inde et ne viennent pas des quatre coins du monde. Alors, vous parliez des grandes enseignes, parce que fabriquer c'est bien, mais vendre, à un moment c'est bien aussi. Les grandes enseignes, qui ont pignon sur rue, qui ont des années de pratique, elles ont été aussi faciles à convaincre que votre beau-père ? Mon beau-père était plus facile à convaincre que les grandes enseignes. Ça a mis plus de temps. Moi, le projet Algo, chaque année, je fais le chemin de Saint-Jacques-de-Compostelle et je considère que le projet Algo, c'est aussi long et il faut autant d'énergie pour porter le projet. Simplement, je reste convaincu que comme on est porteur de valeur, les grandes enseignes se sont dit, là, il y a vraiment un produit qui est différenciant. Comme je vous disais, aujourd'hui, le marché des grandes enseignes de bricolage est détenu principalement par 4 grands groupes. Ces grands groupes, aujourd'hui, maîtrisent tous les canaux de distribution. En marché professionnel, c'est à peu près la même chose. Nous, on a d'abord commencé par 15 magasins à l'époque, en mars 2014, avec Monsieur Bricolage, qui est venu à nous, qui a trouvé le projet pertinent et nous a demandé de l'adapter au grand public. Et en parallèle, Leroy Merlin s'était intéressé à nous également. Donc on a commencé d'abord avec 3 enseignes où le magasin, les retours ont été très bons. Après, ils nous ont ouvert 5 magasins sur le territoire national. On est passé à 10 cette année. Et là, vous voyez, ils nous ont invités à présenter l'ensemble du concept auprès de leurs 130 magasins. Et on part sur un 2018. Donc l'idée gagne. L'idée gagne les rayons. Terrain. Voilà. On va mettre Olivier Dauvert sur le coup, notre chroniqueur. J'ai bien l'impression, on va faire ça. Concernant la pollution, c'est qu'en fin de compte, c'est quelque chose qu'on ne voit pas et c'est difficile de quantifier ou calculer ce qu'on ne voit pas. Par contre, j'ai une certitude, c'est que les gens que je vois en consultation qui sont des peintres, que ce soit peintres en bâtiment ou en automobile, lorsque je vois les dégâts que ça fait concernant les problèmes de poumons et les problèmes de peau, il faut savoir que tout ce qui est produit toxique, c'est des produits qu'on va retrouver, ne serait-ce que par la respiration ou ne serait-ce que par rapport au simple toucher, dans le sang. Et ça pollue le sang. Et déjà, en fin de compte, les études, c'est sûr que c'est bien les études, mais en fin de compte, il suffit déjà de constater que sur certaines personnes, ça engendre des dégâts qui peuvent être vérifiables. Moi, déjà, je vais convaincre tous les gens que je vois qui sont peintres d'utiliser, parce que ça existe, d'autres moyens et d'utiliser des peintures qui sont moins polluantes. Voilà, comme ça, une nouvelle mission pour vous. Très bien, j'ai un nouvel ambassadeur. Voilà. Merci Jean-Luc, merci Stéphane. Je vous propose tout de suite une petite promenade au pays des pierres sacrées. Dites donc, je pense que ça devrait vous parler, Jean-Luc, mais à tous. On est dans le sacré. Là. On est dans le sacré, voilà, exactement. Petite promenade donc avec un itinéraire Bretagne sur les pierres sacrées. Entre 2 rangs, René Métairie cherche des pierres de croix, aussi appelées pierres de quadrille. Là, il y a une croix. Et je vais vous montrer. Là, on voit la croix. Elle est un peu abîmée parce que par les machines agricoles, elle est abîmée. On voit bien la croix. Et de l'autre côté, il n'y a pas de croix. Et bien là, c'est un petit tombeau. Tout petit tombeau. Il est mignon comme tout. Tout petit. Vous voyez, j'ai un gros tombeau que je viens de trouver à l'instant. Et puis alors celui-ci qui est très petit.
Les tombeaux, ce sont des pierres sans croix. Ils sont moins recherchés. Ils viennent pourtant de la même roche, la storotide. Alors, on continue. En France, on ne trouve ces pierres qu'entre Beau dans le Morbihan et Corray dans le Finistère. René Métairie les collectionne. La plus spectaculaire, c'est une storotide, puisque c'est le vrai nom, storotide. Et elle est sur son schiste. Elle fait 14 cm et en forme de croix latine. Ne lui demandez pas si cette croix était sculptée, vous le vexerez. Toutes ces pierres en forme de croix ont été trouvées telles quelles dans des champs ou des rivières, du côté de Sker et jusqu'en Russie. Et elles aussi auraient des vertus. Et alors, elles sont magiques ou pas? On lui attribue des légendes, on lui attribue des légendes. Elle protège des naufrages, des chiens enragés, de la foudre et des maux des yeux. Je ne sais pas s'il faut y croire trop. La foudre est tombée dans une région, dans un coin de Sker, dans un village. La foudre est tombée où les champs étaient remplis de pierres de croix, alors que c'était censé protéger de la foudre. Ce ne sont pas ses croyances qui motivent René Métairie quand il part avec son bâton chasser la pierre de Quadri. Pourtant, quand cet amoureux des belles pierres part en voyage, il en emporte toujours dans ses bagages. Étonnant. Oui, c'est ça étonnant. vous surprend pas, vous? Non, ça me surprend pas. Ce qui est assez marrant, c'est que j'ai un jour une patiente qui m'a ramené ces pierres. Et, pareil, elle habite dans le coin où le monsieur était dans les champs là, et c'est assez surprenant de voir effectivement le dessin de la croix sur cette pierre. C'est les mystères de la nature. Ouais. Mais les pierres ont des rôles qui peuvent être très intéressants. Après, c'est pas forcément une histoire de croyance. Quand je parle des petites pierres de différentes couleurs, comme l'œil du tigre ou ces différentes pierres, une pierre vibre, elle vit, et notre corps. En fin de compte, on a des différents centres d'énergie et il y a des gens qui sont spécialisés dans cette thérapeutique-là, qu'on appelle la lithothérapie, qui est de positionner à différents endroits du corps des pierres pour permettre, en fin de compte, de rendre fluide l'énergie. Alors vous êtes énergéticien, on l'a dit, hein. C'est une technique qui existe depuis la nuit des temps. C'est une pratique qui existe depuis la nuit des temps, oui, bien sûr, puisque... Le principe, c'est quoi exactement? Le principe, il est simple. C'est de recevoir les gens. Alors, c'est une pratique où une chose qui est intéressante, c'est qu'on ne fait jamais déshabiller quelqu'un. Si vous venez pour une migraine, il n'y a pas besoin de vous retrouver en sous-vêtements sur une table de soins. Non, mais ça, c'est important parce que c'est un des moyens aussi très simples. Sinon, c'est louche. Déjà, vous prenez votre sac et puis vous sauvez. La technique, elle est très simple. C'est d'imposer les mains à différents endroits du corps pour permettre, en fin de compte, de faire en sorte de rendre l'énergie le plus fluide possible, tout simplement. Donc vous levez les barrières au niveau de l'énergie, au niveau de la circulation de l'énergie dans le corps? Alors, le but, là, je vois le travail que j'exerce, là. Voilà. Quand je pose la main, il y a un transfert d'énergie. Je vais poser ma main, je vais transférer l'énergie sur mon patient. Et ensuite, lorsque je fais des passes, ça va être pour permettre, en fin de compte, de faire circuler cette énergie au niveau de l'organisme. Alors, vous avez une approche intéressante parce que vous n'opposez pas médecine traditionnelle et énergétique. Pour vous, c'est une médecine complémentaire. Alors, expliquez-nous un petit peu Souvent, effectivement, on parle de médecine parallèle ou de médecine alternative. Parallèle, surtout pas, puisque parallèle, c'est deux lignes qui ne se croisent pas. Alternatif, c'est un coup on choisit au bon vouloir la médecine ou le thérapeute non médecin. Je pense qu'aujourd'hui, ce qui est important, c'est de combiner les deux techniques quand on peut le faire et quand c'est judicieux. C'est-à-dire que vous travaillez avec des médecins? Je travaille avec des médecins. Aujourd'hui, il y a plus en plus, et ça c'est quelque chose qui est très intéressant, puisque de plus en plus, si on reste dans notre cadre, si l'énergéticien reste dans le cadre d'activité qui est le sien, c'est-à-dire que reste à ne pas arrêter un traitement médical, ne pas raconter n'importe quoi, de ne pas promettre la guérison ou de faire je ne sais quoi, si on reste là si on reste à notre place, il n'y a pas de problème. Et aujourd'hui, qui est gagnant dans tout ça? C'est le patient. Le patient, s'il a à la fois le médecin référent, parce que je pense que ce qui est important, c'est que le médecin reste référent par rapport aux malades, et que nous, on vient en complémentarité permettre d'aider. Alors, lorsque pour certaines pathologies, par exemple, on va permettre à ce que les traitements puissent être plus efficaces.
Mais dans certains cas, on ne peut pas prendre en charge les patients. Et ça, vous l'admettez complètement, qu'il y a des contre-indications. Alors, il y a des contre-indications. Moi, ça fait presque 30 ans que j'exerce. Aujourd'hui, il y a des choses où on ne peut pas se permettre de prendre en charge des gens. Je vais donner un exemple. Quelqu'un qui a une phlébite, on ne peut pas s'amuser à poser la main sur le corps de quelqu'un qui a une phlébite. Parce que si le thérapeute n'a pas beaucoup d'énergie, ça ne fera pas grand-chose. Mais si on dégage une énergie qui est importante, en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer ? Il va se passer qu'on on peut faire bouger le caillot, et là, on va aller au drame. On ne met pas non plus d'énergie sur quelqu'un qui vient de faire un AVC. Il y a quelques mois, j'ai une médecin qui est venue me voir avec son papa qui venait de faire un AVC 8 jours avant. Elle voulait absolument que je prenne en charge son papa qui venait de faire un AVC. Et je dis, mais vous ne savez pas du tout ce que je fais. Si je mets de l'énergie sur la tête de votre papa, je vais déclencher un autre AVC. Et c'est pareil pour vous, le positionnement idéal de l'énergétique, c'est dans la prévention, peut-être plus. Aujourd'hui, le gros de mon travail, c'est de mettre de l'énergie. En fin de compte, on apporte deux choses. La première chose, c'est de faire en sorte que l'énergie soit fluide. Notre corps est constitué que de cellules. La totalité de nos cellules fonctionne grâce à de l'énergie. Et on a un corps qui est fait avec différents étages. Et à tous ces étages, l'énergie doit être fluide, d'un endroit à un autre. Par exemple, si on prend le cas de quelqu'un qui a des difficultés à mettre en place une grossesse, l'énergie, il faut qu'elle soit disponible dans le bas du corps, sur les ovaires. Si toute l'énergie est concentrée malheureusement vers le haut, il y aura une difficulté qui sera automatiquement presque normale. Donc le but, c'est de réharmoniser dans un premier temps l'énergie, et dans un second temps, ça va être de booster, de recharger l'énergie, le corps du patient, de le recharger en énergie pour qu'il fonctionne bien. Alors, vous êtes un ancien sportif de haut niveau dans le judo. Vous avez été champion de France, d'Europe de judo également. Alors, j'ai été champion de France et d'Europe, et médaillé mondial en judo vétéran. Vétéran, attention. Plus jeune, oui, vétéran. Il faut remettre les choses à leur place. Non, plus surtout. Plus jeune, c'était à l'époque des gars comme Parisi, Thierry Ray, tout ça. Non. Moi, dans les années 80 et 84, j'ai servi de sparring partner aux judokas qui étaient beaucoup plus opérationnels que moi à l'époque, qui ont fait les Jeux Olympiques de Moscou et de Los Angeles. Mais là, je continue. Pour moi, il y a une chose qui est importante, c'est que le sport et la santé, c'est quelque chose qui est primordial. D'ailleurs, c'est indissociable pour vous, les deux. Ça vous permet d'être bien ancré. Vous dites le sport, c'est Moi, je fais énormément de sport. Aujourd'hui, il n'y a pas une personne, même à n'importe quel âge, qui vient me voir à qui je ne vais pas demander de faire du sport. Parce que pour moi, le sport, c'est le mouvement, c'est la fluidité. Il faut impérativement comprendre que les gens comprennent ça. C'est qu'il faut impérativement que le corps bouge. Regardez la dernière publicité que fait la Sécurité sociale sur les maux de dos. Il y a quelques années encore, on disait aux gens, vous avez un mal au dos, vous ne bougez pas, vous restez tranquillement chez vous. Là, on incite les gens à bouger parce que le mouvement, c'est la fluidité. Et le corps, il a besoin de mouvement et d'énergie pour circuler. Eh bien, écoutez, vous restez avec nous, Jean-Luc Bartoli. On évoquera tout à l'heure votre livre aux éditions Ouest France, Au cœur du mystère des guérisseurs. Mais avant cela, je vous propose de rester dans le domaine des légendes, des mystères. Une terre pleine d'énergie, certainement. On va parler de la forêt de Brocéliande, un lieu propice aussi à la promenade. Je vous emmène tout de suite avec nos guides du jour, Philippe Manguin et Viviane Fébieux-Daniel. On va parler de leur livre, Brocéliande, entre rêve et réalité. Tous les deux. Alors là, vous êtes en terre connue. Vous êtes aux côtés de Jean-Luc Bartoli, qui est très sensible également aux énergies, à tout ce qui vous touche, vous, de la même façon. Philippe, vous êtes photographe professionnel. Viviane, vous êtes créatrice et auteure. Et l'alliance des deux, le binôme, fonctionne à merveille. Vous venez d'éditer un livre sur la forêt de Brocéliande. Il ne s'agit pas d'un énième guide touristique, pas du tout. Non, du tout. Là, on est sur un... Alors de quoi s'agit-il exactement ? On est sur une balade légère, en fait, en forêt de Brocéliande, autour de mes images de cette forêt, qui ont été joliment habillées par les textes de Viviane, voilà, qui manie les mots à la perfection. Donc voilà, c'est un livre, on va dire... C'est un poème autour de cette forêt. Parce qu'entre rêve et réalité, on va dire que la réalité, ce sont vos photos. Ce sont les images. C'est ça, les images. Et le rêve, c'est ça, c'est vos textes, vos mots qui l'apportent. Mais aussi le travail photographique de Philippe, qui est vraiment très onirique. Et c'est pour ça que j'ai eu envie d'écrire dessus. Parce que quand vous voyez les photos de Philippe, vous avez l'impression que on dit « il était une fois ». Voilà.
C'est vraiment une entrée en matière. Et voilà, j'ai eu envie de travailler sur ce travail photographique. Comment vous avez procédé? Vous êtes partis tous les deux, c'est-à-dire que vous avez accompagné Philippe pendant qu'il faisait ses photos? Ça arrive, oui. C'est arrivé très souvent parce que ça fait un petit moment maintenant qu'on se connaît. On s'est rencontrés d'ailleurs autour de la photo parce que j'en faisais aussi. Et ça arrive qu'on se balade ensemble, mais le plus souvent quand même c'est Philippe. De temps en temps, ça dépend. Il y a un travail en fait d'une petite dizaine d'années en fait sur mes images. Voilà. Oui, il y a 10 ans de travail photographique et donc on a essayé de rassembler les images les plus évocatrices de la forêt, les plus représentatifs qui sont pour nous l'âme de Brocéliande. Donc on va se balader autour des 4 saisons, autour de la forêt, mais également autour des sites remarquables de Brocéliande, des arbres remarquables. Il y a un petit peu de légende aussi, les fameuses légendes arthuriennes auxquelles on ne peut pas échapper quand on approche la forêt de Brocéliande. Ça s'appelle Viviane, vous aviez un prénom prédestiné. Oui, c'est ce qu'on nous dit souvent. C'est une remarque assez récurrente. C'est Merlin, voilà, c'est la question qu'on nous pose. C'est pas la première fois, effectivement. Qu'est-ce qui vous fascine tant dans ces lieux, tous les deux? Vous vivez à Concoret, en plein milieu de la forêt de Brocéliande. Effectivement, nous c'est en fait on vit là-bas à Concoret, dans ce petit village là, en lisière nord de Brocéliande, et c'est tout ce qu'on peut trouver là-bas qui nous rassure, qui nous donne cette énergie également, parce que nous on va la trouver en forêt de Brocéliande. C'est important. Et c'est le bien-être en fait qu'on a trouvé sur le lieu là-bas qui fait qu'aujourd'hui on a envie de montrer des choses, de faire partager aux autres nos émotions, notre ressenti, et on espère l'avoir joliment fait à travers ce livre. En tout cas, les retours vont dans ce sens, donc ça nous conforte beaucoup dans le fait de continuer à en faire une belle promotion. Voilà. Alors c'est le végétal qui est au cœur de vos photos, Philippe. Tout à fait, est-ce que c'est une autre façon de raconter des légendes? Est-ce que le végétal raconte aussi? Alors ça dépend aussi de la perception de chacun, parce que c'est vrai que au travers de mes images, quelquefois j'ai des retours de personnes qui voient des choses un peu particulières, qui ressentent des émotions. Ça c'est très personnel. Je crois qu'on a chacun une façon de percevoir une image, de ressentir un texte également. C'est aussi la notion de rêve qui est dans ce titre, la réalité et le rêve. Le rêve, c'est aussi la perception que chaque personne va avoir d'interpréter une image ou de ressentir quelque chose de très profond. Et oui, le légendaire passe effectivement au travers de la nature. Une émotion quand on voit une brume avec de belles couleurs d'automne. Ça fait partie de l'émotif, effectivement. Et vous, Viviane, le végétal, on dit souvent, ça vous inspire aussi? Voilà, ça nous inspire. On dit souvent que la première magie de cette forêt, c'est le végétal, c'est la nature elle-même, c'est un arbre. Et c'est pour ça que dans le livre, on montre bien sûr les sites légendaires comme Barenton, comme le Val sans retour, mais on a aussi beaucoup de paysages, des ambiances, des arbres. Nous, on aime beaucoup les arbres. Alors ça peut paraître un peu fou, mais on aime beaucoup poser nos mains sur les arbres. Voilà, on se sent. On parle beaucoup à Jean-Luc. Très dans l'air du temps, les arbres. C'est clair. Vous faites ça, vous, Jean-Luc? Vous posez vos mains ça arrive, pour ressentir l'énergie? Une balade on devrait en fin de compte à conseiller sur ordonnance des balades en forêt. Non, mais c'est par la sécurité. Non, mais aujourd'hui, il y a des choses simples qui devraient être faites et qu'on ne fait malheureusement pas. Mais c'est un magnifique livre. Et c'est vrai que là, dans la forêt de Brocéliande, comme dans n'importe quelle forêt, le but, c'est d'être bien enraciné. Et là, à Brocéliande, en plus, on a les yeux dans les étoiles. Mais ce qui est important, effectivement, on peut toucher un arbre, on ressent l'énergie des arbres. Dans une forêt, on récupère l'énergie, en fin de compte, de l'ancrage. Et se balader dans une forêt, il n'y a rien de tel pour, en fin de compte, se recharger, se ressourcer d'une manière naturelle. Et aujourd'hui, c'est gratuit, donc il faut... C'est ça, c'est la chance qu'on a. Mais on a de plus en plus de gens qui viennent à Brocéliande. La destination est de plus en plus prisée parce que je crois que les gens ont besoin de ça, de se ressourcer. Et de cette espèce d'intimité qu'on peut trouver en fait quand on est avec la nature. C'est ça qu'on a essayé de faire passer dans notre livre aussi. C'est pour ça que parfois le narrateur est carrément la forêt qui s'adresse au lecteur, parce qu'on peut se sentir vraiment très proche, très, très intime avec... En tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le vit. Tout à fait. Ça calme, apaise et rééquilibre. Exactement. Écoutez, sur ordonnance, donc la forêt de Brocéliande bientôt. La nature en général. La nature en général, c'est certain. Les gamins qui sont hyper excités. Vous les faites promener une bonne balade en forêt, il n'y a rien de tel. Et dans certains endroits où, par exemple dans les Landes, où il y a des forêts avec des pins,
automatiquement, on récupère, on inhale toutes ces huiles essentielles qui sont, toutes ces senteurs qui sont importantes. Mais c'est magique. Hein, c'est à la fois sacré et magique. C'est comme les pierres tout à l'heure. Et là. Et le silence aussi. Il y a une sorte de silence qui émane de la forêt. Ça fait du bien dans des vies où on est souvent à 300 à l'heure, où il y a du bruit partout. Nous, on a cette chance, c'est qu'on peut goûter au silence. Et c'est pour ça aussi qu'on parle d'un autre monde, parce que quand on arrive comme ça dans la forêt, on a l'impression vraiment que le temps s'ouvre, ou en tout cas s'arrête. C'est une parenthèse. C'est un privilège. Et c'est un privilège et une parenthèse. Je vais rajouter quelque chose par rapport à toucher un arbre. On a tous un corps énergétique, on a tous une énergie qui nous entoure. Et un arbre, comme un menhir, comme tout ce qui est animal et végétal. Et on doit respecter aussi l'arbre pour lequel on va toucher. C'est-à-dire qu'on doit, avant d'arriver vers un arbre ou s'adosser à un chêne ou être dans le respect de ce que la nature peut nous offrir. C'est marrant ce que vous dites, parce que c'est quelque chose que l'on fait systématiquement quand on arrive près d'un bel arbre, avec Viviane, avant d'en faire des images. On vient déjà faire connaissance et on a tendance une belle fille, toucher. Vous ne l'embrassez pas avant de lui demander l'autorisation. Il y en a qu'une en fait qui est privilège aujourd'hui. C'est vrai, on sent des passionnés de forêt. On a des arbres qui ressemblent à des vrais temples. Alors, écoutez, voilà. Alors pour celles et ceux qui voudraient se faire plaisir, où on peut trouver votre livre? Eh bien, je dirais sur toute bonne place qui vend des livres aujourd'hui, sur le pays de Rennes, sur le pays de Brocéliande, bien sûr, mais on va jusqu'à Saint-Malo, en passant par Saint-Brieuc, on va jusqu'à Perros-Guirec, en redescendant par Vannes, Auray, Redon, Rochefort. Toute la Bretagne. Voilà, on a essayé de. La difficulté, en fait. Qu'il soit diffusé qu'en Bretagne. Exactement, on aimerait bien. On aimerait bien, c'est la difficulté de l'auto-édition, justement. Voilà, aujourd'hui, c'est un livre qui a été auto-édité sur Internet en financement participatif, et la difficulté, c'est ça, c'est le faire connaître. Alors, il faut qu'on prenne notre petit livre sous le bras. Alors, puis il y a un site internet également, www.photodebretaigne.com. Avec un S à photo. Avec un S à photo, exactement. Merci beaucoup. Merci à tous les deux. Je vous propose maintenant qu'on passe du monde végétal au milieu marin. On va tout de suite accueillir Blandine Jaouen, qui est animatrice à l'aquarium de Saint-Malo. Bonjour Blandine. Bonjour. Alors vous aimez certainement les arbres également, mais votre milieu de prédilection, c'est la mer. Oui. Vous faites partie de l'équipe aquariologie et pédagogie de l'aquarium de Saint-Malo. Et vous vous occupez notamment des animations pour les visiteurs. Alors, avant d'évoquer les animations de Noël, est-ce que vous pouvez nous présenter un peu mieux l'aquarium de Saint-Malo? Alors, l'aquarium de Saint-Malo a ouvert en 1996, donc il a 20 ans bien passés maintenant. Il y a à peu près 1 million de litres d'eau de mer dans le bâtiment principal. Après, on a une attraction en plus où il y a 1,5 million de litres d'eau douce. On présente à peu près 600 espèces de poissons pour environ 10 000 individus. Voilà. Combien vous recevez de visiteurs chaque année? Alors, c'est entre 350 et 360 000 visiteurs. Ça va dépendre des années, en fait. Le rôle d'un aquarium, selon vous, en dehors du côté ludique de la visite, bien sûr, c'est quoi exactement? Alors, pour moi, le rôle principal, c'est la préservation des espèces. Et puis, faire connaître justement les espèces aquatiques au grand public dans un but, justement, de préserver ces espèces. Voilà. Leur montrer à quoi ça ressemble et surtout leur dire pourquoi il faut protéger certaines espèces. Alors Noël, pour vous, c'est une période un peu particulière, parce que vous mettez les petits plats dans les grands, on va dire. Vous faites un Noël fantasquatique. Alors, qu'est-ce que c'est durant les vacances de Noël? Quelles sont les animations que vous allez proposer? Alors, on va proposer des animations le matin, de 11h à midi, au bassin tactile. On a la chance d'avoir un des plus grands bassins tactiles de France. Qu'est-ce que c'est un bassin tactile? Alors, c'est un bassin... c'est comme les arbres, on touche. C'est ça. On reste... C'est ça, on reste tactile. Avant d'embrasser le requin, c'est ça, il faut apprendre un peu de distance. C'est ça. Non, le requin, ça va. On ne met pas dans le bassin tactile. Quoi qu'il y en a des petits, il y a des petites roussettes quand même. Donc, c'est un bassin où on peut entrer en contact avec les animaux. Voilà, donc en fait, on a des bassins qui sont adaptés à hauteur, surtout pour les enfants, pour les grands-enfants aussi, et où les gens peuvent mettre la main dans l'eau en fait, et caresser les animaux. Alors, il faut savoir que les bassins sont assez grands. Si les animaux n'ont pas envie d'être caressés, ils vont se mettre au fond et ils ne viennent pas voir. Mais ils ont tellement été habitués à être nourris à la main, à ce qu'on les touche, qu'en fait, ils viennent limite avec plaisir nous voir, quoi. Donc, on va voir des raies, des étoiles de mer, il y a des coquilles Saint-Jacques, il y a les carpe-coilles qui viennent faire des petits bisous dans la main. Donc tout ça, c'est au bassin tactile. Et nous, on a dans le but de faire découvrir aux gens ces animaux, qui sont les animaux de nos côtes, leur raconter des petites anecdotes sur ces animaux et également aussi parler un petit peu de la classification animale, savoir pourquoi on a regroupé certains animaux dans la même famille. Donc ça, ce sera un petit jeu ludique et pédagogique au bassin tactile. À qui s'adressent ces animations? C'est uniquement aux enfants ou... Bien sûr, j'allais dire à tout le monde, aux petits, aux grands, de 3 ans jusqu'à 77, 90 ans, peu importe. Tous ceux qui ont envie en fait, de connaître un petit peu mieux les animaux marins, un petit peu mieux la classification, envie de toucher aussi les animaux, parce qu'il y a des gens qui n'aiment pas ça du tout. Hein.
Donc ça s'adresse à tout le monde, vraiment. Et surtout aux familles, parce que pendant les vacances, c'est beaucoup des familles qu'on a, en fait. Eh bien, écoutez, rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Blandine. Donc, on ira en forêt, à l'aquarium. Bon, ça y est, les vacances sont bien remplies déjà. Je reviens vers vous, Jean-Luc. Vous venez de sortir un livre aux éditions Ouest France, Au cœur du mystère des guérisseurs. Alors, c'est un livre qui est fait en 2 parties. Dans un premier livre, vous rassemblez des témoignages de médecins et de patients qui racontent des récits étonnants, mais aussi des explications scientifiques. Comment expliquer que la recherche, en fait, n'ait pas encore saisi ce domaine vraiment de manière approfondie, en fait? Dans beaucoup de pays, comme aux États-Unis, en Russie, dans plusieurs pays dans le monde, ils s'intéressent à notre domaine depuis des années. En France, ça a du mal. On ne sait pas pourquoi. C'est une question de culture? On peut penser quelque part pourquoi ça ne le fait pas. Mais c'est vrai que c'est la première fois qu'un livre existe sur ce sujet où on a autant de médecins, de chercheurs et de scientifiques qui essaient de donner une explication. C'est-à-dire que moi, ça fait presque 30 ans que j'exerce et moi, je ne peux que constater ce qui se passe. Vous comprenez les gens qui disent « moi, j'y crois pas ». Alors, ce n'est pas une question de croyance, parce que lorsque vous travaillez sur des enfants, moi, il y a quelques semaines, j'ai permis à un bébé d'aller mieux par rapport à ce qu'il avait, et c'était un échec par rapport au médecin. Et il y a un médecin qui a dit « oui, mais c'est parce que la maman y croit que ça a marché ». Non, ça n'a pas de sens. Et puis même quelque part, parce que souvent on nous dit c'est l'effet placebo qui fonctionne. Moi, le principal, c'est le résultat. Pas de blabla, des résultats, que ce soit l'effet placebo ou co-caisse. Quelque part, moi, je m'en moque totalement. Le but du jeu, encore une fois, c'est d'aider la personne qui vient et qui a un problème. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de médecins qui collaborent partout dans le monde et partout en France avec des thérapeutes dignes de ce nom. C'est-à-dire des gens qui ne sont pas farfelus, des gens qui connaissent leurs limites et qui font correctement leur travail. Et par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ce qui est important, c'est que c'est quelque chose qui est totalement complémentaire et pas ni alternatif ni parallèle. Et comme le disait le docteur Valnet, qui était le pape de l'aromathérapie et de la phytothérapie, il disait tout ça, c'est pas de la médecine douce. Parce que ça peut être dangereux. Aujourd'hui, faire des séances de magnétisme sur des gens qui ont des pathologies graves comme le cancer avec des métastases, en fin de compte, le risque, c'est d'aller nourrir bêtement les métastases et en fin de compte, de ne pas rendre service du tout à la personne. Donc il faut être très vigilant, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et aujourd'hui, moi, si j'essaye de dépenser de l'énergie pour essayer de faire connaître au grand public l'activité du magnétiseur guérisseur, même si ce terme-là, en fin de compte, ne me convient pas. C'est pas qu'il me convient pas, c'est pas que j'aime pas, c'est que c'est celui que m'impose la société dans laquelle on est. C'est celui où je suis inscrit, où au niveau j'ai un numéro de SIRET. Vous êtes naturopathe de formation. Pardon ? Vous êtes naturopathe de formation. Je suis naturopathe de formation. Ça, c'est reconnu. C'est reconnu. La naturopathie, il y a 3 médecines. Il y a la médecine allopathique, la médecine homéopathique et la médecine naturopathique. C'est-à-dire que la médecine naturopathique, c'est celle qui va dans le sens de toutes les médecines dites naturelles. Mais aujourd'hui, ce qui est important, c'est qu'il n'y a pas de cadre par rapport à mon activité. Et aujourd'hui, le fait qu'il n'y ait pas de cadre, il suffit de regarder toutes les publicités qu'il y a dans les magazines gratuits, on retrouve n'importe quoi. Il y a des gens aujourd'hui, malheureusement, qui se retrouvent au chômage, qui vont voir qu'il y a des écoles pour être guérisseurs. Moi, le premier, alors toutes les semaines, mon secrétariat, je reçois des courriers, toutes les semaines, mon secrétariat reçoit des demandes de gens pour lesquels les gens voudraient que je leur donne la possibilité de devenir un guérisseur. Mais on ne devient pas guérisseur. C'est soit on est effectivement avec cette prédisposition-là, cette faculté-là. Moi, je serais incapable, même si on me donnait n'importe quelle somme d'argent, je serais incapable de pouvoir déjà déterminer quelqu'un qui peut le faire par rapport à d'autres, d'accord ? Et comment transmettre, moi, ce que je vois, ce que je ressens. C'est impossible. Mais je pense que n'importe quelle maman est guérisseuse. N'importe quelle infirmière, n'importe quel aide-soignant, tous les médecins, je reçois énormément de médecins et de chirurgiens en consultation qui sont épuisés à la suite de leur consultation parce que sans se rendre compte, il y a un transfert d'énergie du patient et du malade. Il y a quelques années, malheureusement, j'ai plus le temps, mais il y a quelques années, je suis intervenu dans les instituts de soins infirmiers, les IFSI, là, à Lorient, Saint-Malo et Saint-Brieuc, pour donner l'information aux infirmières qu'en fin de compte,
il y avait des moyens, j'aime pas le terme protection, mais il y avait des moyens de faire attention, de ne pas se faire vampiriser. Tous les jours, les soignants se font... Le don, il est là. Ouais. Il donne sans compter, mais il donne sans savoir qu'à un moment donné, c'est un puits sans fond et ils se font pomper. D'où l'importance, encore une fois, pour être en bonne santé, d'une bonne alimentation, d'une activité physique régulière, pour permettre, en fin de compte, que la machine fonctionne bien. Moi, j'aime à comparer notre corps à une roue. Les anciens disent que ça évite de rouiller, effectivement, d'être en mouvement. Non, mais c'est très simple. Moi, j'aime bien utiliser des mots simples. Notre corps n'est pas fait que de matière. Notre corps, c'est le corps physique, c'est ce qui nous entoure. Autour de ce corps physique-là, il y a un corps énergétique et après, il y a un corps émotionnel. Et j'aime bien comparer ces trois choses. Le corps physique à la jante de la voiture, le corps énergétique à la chambre à air qui est autour et le corps émotionnel au pneu. Et on utilise des mots depuis des lustres qui ont un sens. Vous qui savez utiliser les mots, j'ai lu un petit peu votre livre. Lorsqu'on dit « je suis en train de déjanter » ou « je suis en train d'être sur la jante » ou de rouler sur la jante. Oui, c'est très imagé, mais ça veut bien dire ce que ça veut dire. C'est très imagé, mais c'est important. Et en fin de compte, aujourd'hui, on a besoin d'avoir un corps énergétique le plus important et le plus regonflé possible. Parce que moi, j'ai une certitude et j'aimerais bien qu'un jour la science puisse essayer de comprendre ce qui se passe quand je travaille sur les gens. Parce que moi, j'ai une certitude aujourd'hui, c'est que la maladie, elle vient de l'extérieur. Elle ne vient pas dans un premier temps de l'intérieur. Et qu'on a déjà, parce que moi, je l'ai vu sur certaines personnes, on a déjà, lorsque le corps s'épuise sur le plan énergétique, le corps physique commence là à donner des signes de dysfonctionnement. Et c'est à partir de là que la maladie peut se mettre en place. Merci Jean-Luc Bartoli. Alors vous restez avec nous, on va rester. La roue tourne puisqu'on reprend l'image de la roue. On va parler tout de suite du Fest-Noz symphonique. Et oui, ça existe en compagnie de Yannick Martin et Erwan Hamon que nous recevons tout de suite. Bonjour. Bonjour. Alors vous êtes musicien et votre collaboration dure depuis plus de 25 ans. On peut dire que vous appartenez au patrimoine de la musique traditionnelle quasiment. Est-ce que vous savez combien de Fest-Noz vous avez, dans combien de Fest-Noz vous avez joué? Ça doit être impressionnant. Alors ouais, depuis 25 ans, au tout début on a démarré, on était au collège. Donc, longue amitié donc. On faisait quelques petits Fest-Noz, mais on faisait pas que des Fest-Noz, on faisait des animations, on faisait plein de choses. On fait environ une 50aine de Fest-Noz par an, donc, et on continue à en faire quand même après 25 ans. Donc c'est quelque chose qui nous plaît toujours. Alors vous avez commencé en duo, puis en quartet, et aujourd'hui vous avez une formation en quintette. Mais finalement, 5, c'était peut-être pas encore assez. Vous avez décidé d'aller carrément plus loin. Alors racontez-nous cette belle histoire. C'est vrai qu'on a commencé, on n'était que 2, parce que... Petit à petit, dans le temps, forcément, on rencontre des affinités qui se font avec d'autres musiciens, d'autres univers musicaux. On en arrive désormais à travailler avec un orchestre symphonique. Et c'est intéressant de... Alors c'est l'orchestre symphonique de Bretagne. De Bretagne, ouais. C'est quoi ce projet un peu fou de travailler comme ça avec un orchestre symphonique? C'est une première quand même. Oui, c'est une première en tout cas pour des musiciens comme nous qui faisons... Principalement, on est issu de la scène de la musique à danser, en plus. Il y avait déjà eu pas mal d'expériences avec des musiciens traditionnels, bretons ou autres. Mais là, le pari, c'était de réussir à d'arranger une musique qui est donc populaire, traditionnelle, même si c'est des compositions d'Erwan et moi, et confrontée avec un orchestre à cordes. Donc ça, c'est une chose que l'orchestre symphonique n'avait pas encore fait. Bon, alors écoutez, plutôt que d'en parler, je vous propose qu'on regarde justement ce que ça donne. Vous étiez présent fin novembre à Yawank avec l'orchestre, c'était votre première représentation publique. On regarde tout de suite un petit extrait.
ridondelle rouffe, lira la ridanger. On parie comme la minoreuse et mes haniguelles d'Aliesque. Rouffe, lira la ridondelle rouffe, lira la ridanger. Alors on le voit, hein, vous avez invité la fabuleuse chanteuse bretonne Annie Ebrel à poser sa voix sur vos arrangements. C'était une évidence que ce serait elle sur ce projet? Ça c'est né de suite d'échanges avec Marc Fellman, le directeur de l'Orchestre Symphonique. Nous, ça fait de nombreuses années qu'on travaille beaucoup avec du chant, entre autres avec mon frère Mathieu Hamon qui chante dans le quintet à Montmartin. Et nous, c'est vraiment quelque chose qui nous plaît de travailler autour de la voix. Et on avait surtout travaillé autour de la voix de Haute-Bretagne, donc plutôt en gallo ou le répertoire francophone. Et c'est vrai qu'Annie, on n'avait jamais joué avec elle. Et on apprécie depuis de longues années vraiment ce qu'elle fait. Et pour nous, ça a été aussi l'occasion d'aborder une autre facette du répertoire de Bretagne, plutôt de Basse-Bretagne. Donc on joue une suite Pline, il y a une suite Gavotte. Puis on l'a fait aussi chanter sur quelques compositions de nous deux. Donc en fait, on lui a amené nos morceaux et elle a adapté des textes sur nos compositions. Mais c'est vrai que c'est assez exceptionnel ce qu'elle fait, c'est très très chouette. Comment on t'a accueilli cette formation, comment elle a été accueillie par les danseurs? Parce que ça, c'est intéressant aussi de savoir justement en Fest-Noz ce que ça donne. Voilà. Bah, c'est sûr que c'est impressionnant. Ouais. D'un coup, les danseurs sont plus habitués à des formules qui vont de 2 à 6-7 musiciens en temps normal toute l'année en Bretagne. Là, on se retrouve avec un peu plus de 50 musiciens sur scène. Ce qui est intéressant, c'est que ça amplifie tous les mouvements, toutes les nuances qu'il y a dans cette musique-là. Et on a réussi à retranscrire aussi la dynamique qui est importante, qui fait l'essence même de cette musique à danser, avec autant de musiciens. Et donc, je pense que ce côté un petit peu plus imposant, en effet, a séduit pas mal de danseurs qui étaient présents ce soir-là. Et l'idée est justement de reconduire cette chose-là, parce que c'est quand même quelque chose qui a demandé du travail et puis c'est une expérience assez folle. Et pour l'orchestre oui. Et pour l'orchestre symphonique, c'était la première fois aussi qu'ils jouaient devant 2-3 000 personnes qui dansaient, donc pour un public debout. Donc c'est vrai que souvent on entend l'orchestre symphonique dans des salles de spectacle, place assise. Et je pense que là, pour eux, c'était aussi impressionnant, c'était aussi une première. Donc c'était assez génial de ce côté-là. C'est génial. Et ça a même donné lieu à un album, Fest-Noz symphonique, qu'on présente ici. Une belle idée de cadeau pour les fêtes de Noël. Merci beaucoup à tous les deux. Et ça regonfle l'énergie. C'est le meilleur louzou. Je crois que c'est le seul nom le nom breton que je connais. Louzou, c'est le médicament. Oui, tout à fait. C'est le meilleur louzou pour... Voilà. Alors, on va rester dans le domaine de la musique, justement. Je vous signale que ce soir, après le Grand Soir 3, sera diffusé sur l'antenne de France 3 à Bretagne un documentaire réalisé par Gérard Pont et Jérôme Bréillet sur Elixir. Elixir, peut-être que vous ne saviez pas, mais c'est le premier festival rock créé en France en 1979. Je vous en propose un petit extrait. Avec l'élection de François Mitterrand, un vent nouveau souffle sur la jeunesse. Le mot rock n'est plus tabou. Partout fleurissent des radios libres diffusant sans censure toutes sortes de musique, sans logique commerciale. Elixir anticipe tout de suite cette tendance et se met au diapason de cette décennie naissante. Avec le rock des Inmates, de Wilco Johnson ou la new wave d'Hazel O'Connor, les années 80 commencent aussi à Elixir. Si pour le public, le festival est devenu un rendez-vous musical et générationnel indispensable, on attend 20 000 jeunes à Plomodierne, il est encore loin de faire courir les journalistes qui ne comprennent pas encore que la France change d'époque. À Plomodierne, la première fois, on était vraiment une poignée de journalistes. Un confrère du Télégramme, un ou deux de l'Ouest France. J'avais 29 ans à l'époque, j'étais un jeune journaliste. Et convaincre notre rédaction en chef que c'était important qu'on aille à Plomodierne, c'était pas évident. Pourtant, au-delà du phénomène de société, Elixir a de quoi séduire la presse, notamment avec la venue exceptionnelle de Country Joe McDonald, héros de Woodstock, et plus encore avec celle du groupe America, méga star de la côte californienne, qui fait un aller-retour exclusif Los Angeles-Plomodierne.
Un documentaire à découvrir donc ce soir sur notre antenne après le Grand Soir 3. Nous arrivons au terme de cette émission, c'est l'heure du débriefing et je vous propose d'accueillir la petite Camille qui s'est perdue en forêt de Brocéliande. Elle arrive de ce pas. Bonjour petite Camille. Bonjour. Bonjour. Ça va bien? Ça va? Oui. Ça va bien. Moi, ça, bonjour, monsieur Jean-Luc. Dis donc, vous faites de l'imposition des mains, c'est ça? Oui. Eh ben, mon papa, il serait pas content parce qu'il dit on paye déjà des impôts sur la maison, on paye déjà des impôts sur la voiture, on paye déjà des impôts, alors ça fait beaucoup d'impôts. Comme ça. Mon papa, il dit tout le temps on paye trop d'impôts. Et comme j'étais énervée, alors à un moment, vous disiez pour les enfants excités, alors il m'a amené dans Brocéliande. Et après, il a couru très très vite dans la direction opposée. Et moi, je sais pas trop bien courir, alors je suis restée dans Brocéliande. Alors, c'est une bonne solution, il paraît. Heureusement, j'ai été récupérée par des sangliers qui m'ont élevée. Et du coup, oui, alors j'ai appris à mettre les mains sur les arbres aussi, pour attraper des insectes et les manger. Et j'ai appris aussi à ramasser des cailloux pour les manger. En tout cas, Brocéliande, c'est super bien. Sauf pendant que c'est la saison de la chasse. C'est un peu moins calme là. Faut courir vite aussi, j'ai appris à courir aussi avec mes copains les sangliers. Et puis un jour, il y a Viviane et Philippe, et ils m'ont récupéré quand même pour que je puisse vivre comme ça avec les gens. C'est sympa. Et sinon, c'est bien. Moi, j'ai aussi, oui, c'est bien de faire des câlins aux poissons. C'est bien. Moi, maintenant, j'ai pas trop les moyens. Alors, je vais sur les marchés. Il y a plein de poissons. Et comme ça, ils restent là, ils bougent pas. On peut leur faire des câlins aussi. Si on n'a pas trop les moyens d'aller à l'aquarium. Voilà. Merci. De rien. Merci, ma petite Camille. Oui, j'aime bien votre émission. Ouais, moi aussi. Vous allez rester avec moi. Allez, c'est la fin de cette émission. Merci beaucoup à tous d'avoir été à nos côtés ce matin sur ce plateau. Quant à nous, on se retrouve demain. Notre invité d'honneur, ce sera Alain Glon, fondateur du groupe du même nom, qui est également le président de l'Institut de Locarno. Nous parlerons donc de la Bretagne, notre Bretagne que l'on aime, comme nous tous ici sur ce plateau. Et cette Bretagne dont on parlera ce midi également dans l'actualité, vous le savez. Vous allez m'aider pour les titres. Alors, ce midi, nous reviendrons sur le sacre des handballeuses françaises, des Brestoises, qui font partie de l'équipe championne du monde. Et puis, à quelques jours de Noël, nous nous rendrons également au Reux, où la plateforme de la Poste tourne à plein régime. Voilà pour les titres qui seront développés tout à l'heure à midi. Merci beaucoup. On vous souhaite une excellente journée à tous. Et puis, gardez votre énergie, puisque c'est le mot de la journée.